We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. He had trouble sleeping at night, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. No drugs at all. I'm high on life. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Graines de violence. La réparation est le rêve de toute chose brisée. Comme un message lancé sur un pont autoroutier, aucun de mes chanteurs préférés ne savait chanter. Aucun de mes chanteurs préférés ne savait chanter. Ça vous est déjà arrivé, en sortant un jean de la machine à laver, de retrouver agglutiné au fond de l'une des poches un billet de 50 balles ? Les couleurs se font la malle, le papier est détrempé, prêt à s'effriter entre vos doigts, mais tout de même, vous l'étendez délicatement sur une corde à linge, car vous refusez d'admettre que vous l'aviez à portée de main et qu'il est désormais bon à foutre à la poubelle. Je n'ai pas trouvé mieux pour définir le sentiment qui s'empare de vous lorsque vous découvrez l'existence d'un artiste à l'annonce de sa mort. J'ai entendu le nom de David Berman pour la première fois, le 7 août 2019, jour où son corps a été retrouvé au bout d'une corde dans son appartement de Brooklyn. Suite à mon épisode sur Low, qu'on qualifiera de peu festif, je vous jure que j'avais envisagé un sujet léger. Mais voilà, l'air du temps ne s'y prête pas, alors vous pouvez me traiter de rabat-joie, ces jours-ci c'est comme si vous m'accusiez de casser l'ambiance dans une morgue. Si demain David Berman revenait comme le messie du rock alternatif, ressuscité contre son gré, il n'aurait même plus besoin de se foutre en l'air puisqu'à la seconde où il réaliserait que Donald Trump est à nouveau président des États-Unis, le pauvre vieux mourrait d'une crise cardiaque. Il ne me reprocherait sûrement pas ce trait d'humour noir puisqu'il en était lui-même un professionnel. C'est ainsi qu'il expiait son désespoir au sein d'un groupe monté avec le batteur Bob Nastanovich et le guitariste Steven McMuss, nettement plus connus comme membres de Pavement que des curieusement nommés Silver Jews. Dans un dictionnaire, la photo du groupe ne jurerait pas à côté du mot « culte ». Silver Jews, c'est ce coin à champignons qu'on se refile discrètement entre initiés. On vient s'y dégourdir les oreilles, on en ressort amoureux d'un parolier. Chanteur approximatif, David Berman diluait son syndrome de l'imposteur dans des textes certes déprimés, mais capables de refléter les errances d'auditeurs tout aussi paumés que lui. Déjà, sur Starlight Walker, premier album des Silver Jews, il faisait l'état des lieux de sa courte existence, et autant vous dire qu'il n'en a jamais récupéré la caution. Une demi-heure sur Terre, qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. En 27 années, j'ai bu 15 000 bières. Elles se sont éclatées sur moi, comme la mer contre la jetée. On était en 1994, David Berman démarrait sa carrière et Kurt Cobain achevait la sienne dans un grand bang au retentissement planétaire. Ils avaient le même âge, ils s'étaient même croisés sans se laisser de souvenirs impérissables. À New York, ce soir d'avril 1990, sur la scène du Pyramid Club, Nirvana n'est encore qu'une sensation prometteuse. La date est importante. Iggy Pop et Kim Gordon de Sonic Youth sont là, il s'agirait donc de ne pas se planter. Mais voilà, le son est naze, le groupe nerveux, et en plus, dans le public, les futurs Silver Jews sont d'humeur taquine. Les vannes acides s'échangent comme des balles de tennis. David Berman est le plus véhément. Il les trouve risibles, avec leur rébellion puérile, leur dégueulis de décibels et les fans aveuglément acquis à leur cause. Sans parler des textes de Cobain, parfois réduits à des phrases uniques, là où David y accorde tant d'importance. Une telle sévérité cachait sûrement un peu de jalousie, d'autant plus que bientôt, il allait se retrouver à sa place et un peu comme Cobain lorsqu'il réaliserait enfin son rêve de célébrité, David Berman allait finalement détester ça. En concert, il était aussi à l'aise qu'un poisson au volant d'une voiture, et même si son audience adorait sa maladresse, inhérente au charme du personnage, il s'épargnera l'exercice autant que possible. Il laissait à ceux qui n'avaient rien à dire le soin d'amuser la galerie. Quand j'étais plus jeune, j'étais un cobra. En toute occasion, je voulais avoir l'air cool. Maintenant que je suis vieux et que l'atmosphère s'est refroidie, je veux juste dire quelque chose de vrai.
Conscient qu'il souffrirait de la comparaison, David Berman n'a jamais essayé d'imiter les rockstars. Après tout, c'était plus confortable de se moquer de leur posture, d'autant qu'il y avait de quoi faire. Radiohead en fit les frais, lorsqu'en interview, il déclara que jamais il n'avait entendu un si pauvre discours chez un groupe aussi acclamé. Se payer la tête des rois du pétrole, c'est un luxe que David pouvait se permettre sans craindre les représailles. Ça a coûté nettement plus cher à Pavement, la fois où ils ont taquiné les Smashing Pumpkins sur un titre de l'album Crooked Rain, Crooked Rain. Range Life est pourtant l'un des rares morceaux où le groupe n'a pas l'air de se foutre de la gueule du monde. Pour l'occasion, Stephen Malkmus a adopté un style proche des Silverjews, avec son chant désabusé contournant prudemment les mélodies, sa country rafistolée au Chatterton, et puis le thème de la chanson bien sûr, tout droit sorti d'un lendemain de cuite grincheux de l'ami David Berman. Malkmus y disserte sur la supercherie de ces rockstars que l'on porte au nu pour leurs dérisoires ambitions artistiques, tout juste bonnes à dissimuler l'ennui profond qui les paralyse, et la terreur d'avoir épuisé l'encre de leur génie au bout de 3 lignes. Il a suffi de cette phrase anodine pour qu'un Billy Corgan touché dans son très fragile ego fasse exclure Pavement du festival Lollapalooza en 1994. Stephen Malkmus le jure sur son skateboard, c'est l'emballement soudain pour le rock indépendant qu'il trouve grotesque, pas la musique des citrouilles explosées qu'il respecte, à l'exception de leur nom de groupe débile, certes. Mais voilà une opinion peut-être déplacée de la part d'un type qui officie également comme guitariste chez ceux qu'on nomme en français les Juifs d'argent. L'origine de cette trouvaille reste vague, son instigateur David Berman n'ayant jamais été clair sur le sujet, à mon avis parce qu'il a noyé le souvenir dans une de ces soirées où une fois qu'on a refait le monde, on jette le plan avec les canettes. Il s'en est bien trouvé quelques-uns pour s'offusquer d'une mauvaise blague antisémite, mais face à la personnalité goguenarde mais pacifique de David, juif par ailleurs, les soupçons se sont vite estompés. Pour espérer faire du gringue à une maison de disques avec un nom pareil, faut avoir soit une démo digne de ce nom, soit un plan com en béton. Les Silverjews ont pour eux 2 membres de Pavement, très en vue mais encore loin du groupe phare qu'il sera plus tard, et un marmonneur asocial qui sait manier le verbe. Bien sûr, les labels n'en ont rien à carrer des plumes aiguisées, quand bien même il s'agisse de celles de David Berman, à l'exception des fondateurs de Drag City qui lui déroulent le tapis rouge. Enfin, vu le budget à disposition, disons qu'ils se sont contentés de mettre un nouveau paillasson à l'entrée, mais c'est le geste qui compte. Drag City voit le jour en 1989 à Chicago, à l'initiative de 2 types qui ont un peu plus que leur prénom en commun. Dan Koretsky et Dan Osborne ne chérissent pas tant leur patrie clinquante que ces rejetons tiraillés entre l'idéal démocratique des États-Unis et la réalité de son capitalisme carnassier. Chez Drag City, on ne courtise les musiciens ni pour leur virtuosité, ni pour leur charisme, mais pour la singularité de leur expression, la façon étrange qu'ils ont d'exister dans ce pays qui avait tant promis. On y retrouve donc la voix enfantine de Joanna Newsom et sa harpe de prédilection, la country gothique de Bonnie Prince Billy, et bien sûr les brouillons jouissifs de Pavement. Parmi cette faune baptisée Weird America par la presse spécialisée, Silverjews incarne la branche Lofi. Effectivement, leur folk est enregistré avec les moyens du bord, les chansons s'encombrent d'un minimum d'accords, les instruments font la grève du métronome et la voix de David Berman peine à tenir les mélodies. Drag City les adore, tellement qu'en 1992, le label n'hésite pas à publier un premier EP qui sonne un tout petit peu mieux qu'une souris coincée dans un grille-pain. Die Map of the Real, c'est 5 chansons qu'il est difficile d'apprécier puisqu'elles ont été produites avec un amateurisme tel qu'il a dû nécessiter de l'entraînement. On raconte que Kim Gordon l'avait adoré, ce qui garantissait certainement une belle crédibilité, mais pas une rotation sur RTL2. L'année suivante, Silverjews réitère avec un Arizona Record toujours aussi fauché. En 2012, ces 2 disques se retrouveront sur une compilation nommée Early Times, un objet qui aurait tout pour plaire aux bootleggers forcenés s'il n'avait jamais eu de sortie officielle, mais dont l'intérêt restera surtout historique. Il faudra attendre 1994 pour que Drag City permette à Silverjews de sortir une œuvre digne du talent de David Berman. Si Starlight Walker a nettement plus de tenue que ce qui a précédé, c'est pas non plus Butch Vig aux manettes et je ne vous gâche pas la fin si je vous dis que le machin se vendra moins que Nevermind.
Le premier Silver Jews a certes l'immense qualité d'être écoutable, mais dans le processus, il conserve aussi le charme du fait maison. Starlight Walker ne brille pas particulièrement par sa construction. Les morceaux semblent avoir été jetés sur la galette comme on lance les dés d'une partie de 4-21. S'il y manque cette dynamique nécessaire pour dire d'un album qu'il est grand, Starlight Walker triche en calibrant ses thématiques sur sa forme footrack. Dans l'air du temps, les Silver Jews chantent l'escroquerie de cet âge adulte qu'on leur avait vendu comme la liberté, entraînant des pieds devant l'ampleur du bordel qui reste arrangé dans leur chambre. Dans la grande famille des marginaux du rock des 90s, on a les sarcastiques de la Britpop, les grincheux du grunge, les punks californiens potaches et les mélancoliques du lofi, les plus chaleureux sans doute, bien incarnés par David Berman et Stephen Malkmus. Le premier n'ose pas chanter, le deuxième essaie trop, c'est ainsi qu'ils trouvent leur équilibre pour boiter vers votre cœur et ne plus en sortir. You can't say that my soul has died away. No, you can't say that my soul has died away. Starlight Walker est l'œuvre d'une alchimie fugace, car plus jamais les deux frères spirituels n'entretiendront si étroite collaboration. Comme Pavement venait d'exploser avec le succès de leur deuxième album Crooked Rain, la presse eut vite fait de considérer Silver Jews tel un projet annexe de Stephen Malkmus, et ce ne fut pas du goût de David, dont les paroles constituaient tout de même l'armature essentielle des chansons. Quitte à se passer de son principal argument commercial, Silver Jews s'apprêtait à sérieusement bouleverser son casting. Parce que les circonstances de son enregistrement sont rocambolesques, j'ai envie de vous raconter la genèse de The Natural Bridge, deuxième album des Silver Jews, comme si j'étais Robert Louis Stevenson. Alors imaginez que Stephen Malkmus, Bob Nastanovich et Steve West ne sont pas des rockers installés mais des pirates, rompus à l'exercice de la chasse au trésor. Ils ont déjà fait leurs preuves à bord du Pavement, leur fier navire, mais prêtent aussi main forte à un autre beaucoup moins victorieux et dont le capitaine David Berman, alias Long John Silver Jews, souffre de mal de mer. Celui-ci leur propose tout de même une expédition pleine de promesses qui ne leur coûtera qu'une poignée de pièces d'or, à savoir l'équivalent de 5000 $ américains. David n'ayant pas le sou, c'est un peu réticent que Bob Nastanovich avance les fonds. Les voilà donc embarqués, pleins d'optimisme dans cette galère, alors que David réalise que leur investigation ne débouchera probablement sur rien, puisqu'en vérité il en ignore la destination. Alors que l'équipage l'exhorte à prendre le commandement du bateau qui est le sien, David saute par-dessus bord et s'enfuit sur une bouée de secours, ne laissant d'autre choix à Pavement d'amortir le coût du studio en enregistrant le mini-album Pacific Dream. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, la métaphore est terminée. Ce n'est pas juste son stress que David Berman n'a pas su gérer, mais un véritable maelstrom d'émotions négatives qui se nourrissaient entre elles. David pensait que tous les compliments qu'avait récoltés son album précédent n'étaient dus qu'à la présence de Pavement, et il leur en voulait d'avoir éclipsé son talent d'écriture. D'un autre côté, il doutait sérieusement de sa capacité à tenir un tel projet sur ses frêles épaules, et dans sa jalousie résidait aussi la terreur de n'être, au final, qu'un bon à rien pistonné par les copains. David Berman ne leur en toucha pas un mot, il préféra garder cette boule d'angoisse et attendre qu'elle explose dans son ventre sous leurs yeux médusés. La version de The Natural Bridge qu'ils étaient en train de bricoler ne verra donc jamais le jour. Quelques mois plus tard, c'est en quasi-clandestinité que David reprend la production de son deuxième album. À Hartford, dans le Connecticut, il s'est trouvé une planque, le Studio 45, du nom du calibre qui était fabriqué en des temps révolus. Enfermé avec lui, 2 guitaristes de chez New Radiant Storm King, un claviériste de Pernice Brothers et un batteur de la maison Drag City, des musiciens compétents qui ont la politesse d'être relativement anonymes. Débarrassé de l'ombre écrasante de Pavement, Silver Jews va pouvoir pleinement exister, mais David Berman n'a pas la force de s'en réjouir. Il ne sait toujours pas comment ses chansons doivent sonner. Chaque jour, il débarque aux sessions un peu plus livide que la veille. Pour sa nouvelle équipe, le gros du boulot va être de comprendre ce qui se trame dans la tête du gars qui fixe le mur comme s'il y voyait autre chose qu'une surface plane. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas dormi que désormais, David ne distingue plus la réalité de ses cauchemars. Dans une existence riche en phases dépressives, il se rappellera de celle-ci comme de l'une de ses pires, et ce fameux Natural Bridge faillit bien demeurer un éternel chantier. Affreusement complexé par la qualité de son interprétation, David Berman y prononce chaque mot avec la fébrilité du troufion qui saute en parachute pour la première fois. Et c'est mieux ainsi, car lorsqu'on lance un album des Silver Jews, ce n'est pas pour entendre la voix de Sinatra.
C'est au moment d'enregistrer Pretty Eyes, la ballade qui clôt magnifiquement The Natural Bridge, que David Berman reprend confiance. Lorsqu'il plaque son dernier accord de sol, il se rend compte avec stupeur qu'il ne s'est pas planté une seule fois et au risque de paraître présomptueux, il juge sa performance plutôt honnête. Ses Silver Jews d'adoption acquiescent tout en notant l'euphémisme, soulagés qu'un peu d'amour-propre s'échappe de la bouche de leur chanteur et ami. Peut-être David s'était-il finalement inspiré de la bienveillance de ses propres paroles. Les éléphants ont tellement honte de leur taille. En les nettoyant au tuyau, je leur dis « Vous avez de beaux yeux ». Toute cette souffrance n'aura pas été vaine, car The Natural Bridge restera, pour la postérité, la quintessence stylistique de David Berman. Ce pari qu'il pensait perdu d'avance, il l'a finalement remporté. En congédiant les membres de Pavement, il a consolidé l'identité de Silver Jews autour de sa propre personnalité. Désormais, on saura que s'il a des membres amovibles, Silver Jews n'a qu'une seule tête, celle contrariée de David. The Natural Bridge est un autoportrait dont l'auteur a insisté sur les cernes et le rictus. Malgré des efforts nourris, il échoue à se rendre antipathique, car contrairement à un certain Lou Reed, le totem de ceux qui écrivent mieux qu'ils ne chantent, David Berman n'a pas un octet de méchanceté dans son logiciel. Si The Natural Bridge est mélancolique, voire dépressif, ce n'est pas le monument de noirceur annoncé. À l'image de Tonight's the Night de Neil Young, c'est une œuvre dont l'aura effraie, mais qui s'avère étonnamment réconfortante à l'écoute. Et c'est cela le don précieux de David Berman. Il arrive toujours à vous faire sourire, même en tirant une tronche d'enterrement. En 1984, on m'a hospitalisé pour m'être approché de la perfection. Voilà comment, en 1998, David Berman introduit Random Rules, premier titre de l'album suivant, American Water. Dans les débats enflammés auxquels se livrent les admirateurs du chanteur, cette phrase est systématiquement citée comme étant l'une de ses plus fameuses. David n'a jamais détaillé ce qui s'était passé cette année 84, car en une formule, il dit déjà tout ou presque. La perfection qu'il prétend avoir frôlée, c'est cette béatitude qui précède la mort cérébrale, causée, au hasard, par une overdose volontaire. Puisque les psys n'avaient rien d'autre à offrir que leur diagnostic, David s'était mis à consommer dès l'adolescence un éventail de drogues s'ouvrant sur 360 degrés. 14 ans plus tard, sa cervelle est toujours une fournaise, mais il s'est adapté à la température. Comme il l'expliquera dans une de ses interviews, c'est un disque dans lequel il accepte finalement les dites Random Rules, ces règles aléatoires, cruelles, qui régissent son existence et celle des autres. En ami, il invite l'auditeur à se réconcilier avec ce fatalisme. Comme un symbole, Stephen Malkmus est de retour. Sa présence illumine, un peu plus encore, cette troisième proposition de Silver Jews. American Water s'étend sur 12 titres et presque 50 minutes, ce qui en fait le plus long disque du groupe avec un bon quart d'heure de plus que d'habitude. Il y a de la place pour tout le monde dans cette grande cour de récréation. American Water retrouve ainsi l'aspect fourbi de Starlight Walker, que ce soit dans la furie de l'instrumental Night Society, dans le blues un peu torché de Blue Arrangements, ou dans les errances de l'étrange Like the Death. C'est le premier album que j'ai écouté du groupe, et sans rien y connaître alors, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec Pavement, ce qui aurait peut-être fâché David. Entendre la voix reconnaissable entre mille de Malkmus sur le refrain du superbe People m'a confirmé que je ne faisais pas fausse route. Bien que disposé à ne pas focaliser l'attention, Stephen Malkmus met sa patte aux compositions et on devine, à la profusion d'accords septièmes, que David Berman le laisse dérouler sans craindre sa concurrence. Il croit en la puissance de ses vers et il sait que même lorsque c'est Stephen qui chante l'un d'eux, c'est sa plume à lui qu'on entend. Sur ce plan, pas moyen de confondre Pavement et Silver Jews. Alors que les chansons des premiers sont des patchworks sans queue ni tête de mots choisis pour leur sonorité, celles de David sont en perpétuelle quête de sens. Mais sur American Water, il accepte, dès le morceau d'ouverture, l'idée de ne pas obtenir de réponse à toutes ces questions, puis assume le rôle de clown triste que le hasard lui a confié dans Stand in the Clouds et son final dantesque. Il s'inquiète néanmoins pour ceux que le capitalisme dépouille, parfois avec leur consentement, dans We Are Real, et fait le portrait d'un duo de dépossédés avec Smith & Jones Forever, un titre qui fait ironiquement penser à un cabinet de conseil financier et dont le refrain m'a emporté dès la première écoute.
American Water s'achève avec le très beau The Wild Kindness, où David Berman semble renoncer à ses penchants hédonistes pour se diriger vers un idéal ésotérique qu'il nomme donc la bonté sauvage. Départ vers un monde meilleur ou promesse d'une renaissance dans le nôtre, David finira par expérimenter les deux, mais nous n'étions qu'en 1998 et il lui restait encore pas mal de pintes avant d'atteindre la sobriété. Pour faire partie du cercle restreint des poètes respectés, il ne suffit pas de boire et de se droguer, parfois il faut écrire aussi. C'est ainsi que l'année suivante, David Berman sort un recueil de poèmes appelé Actual Air. Pour fournir du contenu à cette émission, j'en ai lu beaucoup, des bouquins en anglais qui m'ont fait humblement réévaluer mon bilinguisme. Mais s'il en est un que je rêverais de voir traduit, avec avant-propos de l'éditeur, notes de bas de page, glossaire et tout le tralala, c'est bien celui-ci. Si seulement j'en étais pourvu, la raison m'empêcherait d'aller au bout d'un bouquin qui me donne l'impression d'être un autostoppeur amputé des 2 pouces. Pourtant, j'ai bien lu Actual Air, j'en ai même apprécié des passages, notamment cet étrange petit texte qu'est Imagining Defeat. Elle m'a réveillé à l'aube, son attaché-caisse comme un petit chien marron à ses talons. Je me suis redressé et je regardais par la fenêtre la neige tombant au pied d'échelle. Elle avait un ticket de bus dans la main. Puis elle apportait un objet noir vers sa bouche. Une prune, ai-je songé. C'était un inhalateur pour l'asthme. J'ai fouillé sous le lit pour trouver mes menthols. Elle m'a demandé si je ne pensais jamais au cancer. Oui, j'ai dit. Mais toujours comme un arbre très haut au-dessus de nos têtes, là où ça n'a pas d'importance. J'imagine qu'une âme morte doit regarder cet arbre d'en haut, à 1000 lieues de ses préoccupations, comme s'il se souvenait du sommeil ou de l'eau. Bien sûr, pour croire à tout ça, je pensais, encore faut-il accepter l'hypothèse qu'elle m'ait vraiment réveillé. Les critiques saluèrent l'inventivité de David Berman, très doué lorsqu'il s'agit d'extraire la beauté d'une scène apparemment banale et d'y trouver matière à introspection. Le livre se vendit à 20 000 exemplaires, autant dire une véritable prouesse dans ce domaine de niche. Actual Air fut un tel succès qu'à lui seul, il fit de son auteur un incontournable de la poésie contemporaine américaine. Mais malheureusement, David Berman ne publiera plus jamais un seul vers. La faute à une exigence qui l'amenait parfois à bloquer sur un mot pendant des semaines, d'où une productivité trop faible pour remplir un deuxième bouquin. Ce n'est pas chez Graines de Violence, podcast trimestriel à condition que la moisson soit bonne, qu'on va lui jeter la pierre. Mais ce n'était peut-être pas uniquement la procrastination qui empêcha David d'écrire davantage. Car cette même année 1999, son ami proche et éditeur Robert Bingham mourra d'une overdose d'héroïne. Dans l'album suivant des Silver Jews, David Berman lui consacra une chanson nommée Death of an Air of Sorrows. When I was summoned to the phone, quand on m'a demandé au téléphone, I knew in my bones that you had died alone. J'ai su dans mes os que tu étais mort tout seul. We've never been promised there'll be a tomorrow. On ne nous a jamais promis qu'il y aurait un lendemain. So let's just call it death of an air of sorrow. Alors appelons ça simplement la mort d'un enfant du malheur. Sorti en 2001, Bright Flight inaugure la deuxième moitié de la discographie du groupe, souvent moins considérée que la première. Il s'agit de la grande œuvre paradoxale de leur carrière. La mélancolie n'y est plus diluée par une lucidité amusée comme elle l'était sur American Water, et certains morceaux, notamment Time Will Break the World ou ce fameux Death of an Air of Sorrows qui clôt le disque dans la désolation totale, font partie de ce que David Berman a écrit de plus déprimé. Mais Bright Flight est loin d'être aussi morose que The Natural Bridge. Si Stephen Malkmus a de nouveau été mis de côté, une nouvelle recrue vient éclaircir l'univers des Silver Jews et accessoirement celui de David. À la basse et au chant, on retrouve Cassie Marrett, nom qu'elle abandonna en 1999 pour celui de Berman, puisque les deux se marièrent cette même année. On découvre donc sa voix, pour la première fois sur l'ouverture, Slow Education.
Que ce soit en amour ou en musique, voilà ce qu'on appelle une évidence. Le chant de David, éternellement fatigué, vient se blottir contre celui de Cassie, et immédiatement on mesure l'importance de cette dernière à la scène comme à la ville. Certes, il y a des rôles plus simples à assumer qu'être l'épouse d'un esquinté comme David, mais Cassie, fan des Silverjews de la première heure, ne semble pas avoir considéré cela comme un effort. Lorsqu'il a fallu se séparer, aux alentours des années 2010, ce fut en bonne intelligence. Et d'ailleurs, les deux n'ont jamais divorcé, comme si les liens de leur mariage devaient subsister au fait de ne plus partager le lit conjugal. C'est là toute l'ambivalence de Bright Flight, un album coincé entre deux humeurs contradictoires. D'un côté, l'insouciance amoureuse, idéalement célébrée sur une terre chérie de David et qui donne son nom au morceau le plus joyeux du disque, Tennessee. De l'autre, le désespoir mal poli de son auteur, qui n'emmène pas large sur le cruel Horseleg Swastikas. Je suis bourré sur un canapé à Nashville, dans un duplex près du réservoir. Et chaque pensée est comme un poing dans la gueule. Je suis comme un lapin paralysé par une étoile. C'est dans des circonstances similaires que, 2 ans plus tard, le 19 novembre 2003 précisément, on retrouva David, affalé sur le lit d'un hôtel situé dans le berceau du rock'n'roll et de la country, empoisonné à l'alcool et autres substances qui ne s'obtiennent pas sous ordonnance. C'est avec cette scène désolante que s'ouvre le seul et unique bouquin consacré au chanteur, intitulé « Au nom du pire, David Berman et Silverjews face aux démons de l'Amérique ». C'est un Français du nom de Pascal Bertin qui l'a écrit, j'en profite donc pour le remercier chaleureusement, car sans lui cet épisode n'aurait jamais vu le jour. Si Pascal Bertin décide de commencer son ouvrage ainsi, ce n'est pas pour faire dans le sensationnel, on ne pêche pas le fan des Silverjews avec ce genre d'hameçon de toute façon. Cette tentative de suicide avorté dit beaucoup de la personnalité de David, si l'on en considère les détails insolites. Le geste n'avait rien d'impulsif. David avait méticuleusement choisi l'endroit où il pousserait son dernier souffle. Là où la démocratie est morte, avoua-t-il à Cassie, tandis qu'elle le conduisait à l'hôpital. C'est dans cette suite du Lowe's Vanderbilt Hotel que, le 7 novembre 2000, le candidat démocrate Al Gore assistait à sa défaite face au républicain George W. Bush Jr., qui devint à sa place président des États-Unis. L'autopsie ne dit pas si la démocratie est bien morte ce soir-là dans cet hôtel de Nashville, mais David n'a aucun doute et il veut en finir ici. Doit-on y voir une allégeance naïve au camp démocrate qui ne mérite pas plus son nom que le Parti socialiste français, ou une détestation bien compréhensible du plus con des deux George W. Quelque part entre les deux, on devine sa conception très solennelle de l'Amérique telle qu'on nous l'a longtemps vendue, résumée à travers sa statue de la liberté qui jure au reste du monde d'en accueillir tous les exclus pour leur donner une meilleure vie. David Berman croyait dur comme fer à cette mythologie. Le portrait dressé par le livre de Pascal Bertin est celui d'un homme qui peine à concilier son idéalisme et son sarcasme. L'auteur ne prétend pas qu'une pathologie mentale peut se résoudre, tel un Rubik's Cube psychologique, mais une société qui offre l'inverse de ce qu'elle promet peut l'accentuer, et face à cela, le meilleur des psys peut difficilement lutter. L'Amérique a trahi David Berman. Voilà ce qui le motive à mettre fin à sa période d'essai de ce côté du purgatoire. Mais pour cette fois-ci, David a sous-estimé la solidité de son enveloppe corporelle. Il avait encore 15 années à vivre et quelques belles choses à accomplir. Quand j'ai annoncé autour de moi le sujet de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, j'ai souvent eu droit à une même réaction spontanée. « Encore un rigolo !» m'a-t-on répété sur le ton de l'ironie pour me signifier que je ne parlais que de ceux qui creusaient leur propre tombe. Or, ils se méprennent. C'est une intox, une illusion collective, l'effet Mandela, appelez ça comme vous voulez. Regardez les statistiques, elles sont formelles. Graines de violence préfère largement vous raconter les parcours de ceux qui s'en sortent après avoir touché le fond plutôt que de ceux qui y restent. David Berman, tel un chat de Schrödinger dépressif, appartient aux deux catégories. Le 3e millénaire l'a vu renaître, débarrassé de toutes ses addictions, de la Heineken jusqu'à la pipe à crack. Avant de rejoindre le club des suicidés, David a donc fréquenté celui des miraculés. Il faut remercier Cassie Berman de l'y avoir inscrit. Sans elle, il serait parti nourrir les vers avec enthousiasme bien plus tôt. Mais l'amour seul n'aurait pas suffi. Une autre rencontre fit son salut, et c'est celle, plutôt inattendue, de la foi. Soudainement, David se mit à considérer le nom de son groupe autrement que comme une blague aux origines brumeuses. Silverjews le prédestinait tôt ou tard à pleinement embrasser sa judaïté. Désormais, il lisait la Torah, discutait théologie avec un rabbin et se rendait régulièrement à la synagogue pour adresser ses prières. À mesure que lui revenait le goût de vivre, il lui semblait que celle-ci était entendue. Après 4 années d'abstinence discographique,
Silver Jews s'apprêtait à revenir et à faire constater à tous ses fans combien David Berman était un homme changé pour le meilleur. Sorti en octobre 2005, Tanglewood Numbers s'impose immédiatement comme son album le plus ludique. Hommage à un Tennessee de cartes postales, état dans lequel ni David ni la démocratie n'ont péri, Tanglewood Numbers réunit le personnel historique de Silver Jews comme une famille éparpillée qui se tombe dans les bras tous les 36 du mois. Cassie est toujours là, mais aussi Will Oldham, pote de longue date et chouchou du label Drag City, et bien sûr Stephen Malkmus, qui mène dorénavant une chouette carrière solo, et son comparse Bob Nastanovich qui se tourne plus ou moins les pouces depuis la séparation de Pavement. Alors qu'on attend le récit d'un survivant magnifique, David Berman contourne malicieusement la corvée pour offrir un disque amusant et généreux, entre le rock'n'roll sautillant de Punks in the Beer Light et Sometimes the Pony Gets Depressed, la country chaleureuse de I'm Getting Back Into You et Sleeping is the Only Love, et quelques purs instants de bizarrerie comme ce Farmer's Hotel qui ressemble à une nouvelle d'Edgar Allan Poe, mais raconté par le narrateur de The Big Lebowski joué par Sam Elliott. Sans en faire un cas de conscience, David Berman assumait de rendre son art accessible à une plus large audience. On dit que l'alcool fluidifie le lien social, mais c'est pourtant parfaitement sobre qu'il décida d'aller à la rencontre de son public. Chose banale pour n'importe quel groupe de ce statut, mais exceptionnelle pour celui de David Berman, une tournée internationale fut annoncée pour 2006. Les fans de Silver Jews n'osaient plus en rêver. Ils s'étaient fait à l'idée que leur poète favori était un ermite paralysé par le trac. S'il n'y avait qu'un seul instant à immortaliser de la carrière de Silver Jews, c'était celui-là. Et ce fut fait par l'intermédiaire d'un documentaire que David Berman choisit de situer, pour des raisons aussi personnelles qu'évidentes, à Jérusalem où le groupe se représentait pour 2 dates. L'occasion d'observer l'animal flâner dans les rues, grande perche barbue encombrée par ses propres bras, une casquette sur des cheveux téméraires qui poussent peut-être pour la dernière fois. Le nez en l'air pour en apprécier l'architecture, David apprivoise la ville avec candeur, les yeux plissés du bigleux qui ne s'habitue pas aux lentilles. Ébloui par un soleil éclatant, il reprend des couleurs. À un moment donné, il croise des jeunes gens qui lui révèlent combien ses chansons les rendent heureux. David peine à y croire. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, lors des concerts, la salle est peuplée d'admirateurs sincères. Donc ils existent, a-t-il dû se dire, quelque peu décontenancé, et probablement que cette même réflexion a dû le traverser lorsqu'il s'est découvert une spiritualité. À la fin du documentaire, David Berman se rend au mur des lamentations. Guidé par un rabbin, il récite une traduction anglophone du Va'afta, une allégeance à Dieu qu'on trouve à la fin d'une prière essentielle à la religion juive, le Shema. Son murmure vacille bientôt, sa voix se gonfle de sanglots. Ce ne sont pas quelques larmes qu'il essaie de réprimer, mais un torrent. Une fois sa lecture terminée, il s'effondre, et tout indécrottable païen que je suis, il est difficile de rester insensible à une telle scène. Ainsi s'achève ce documentaire officiel qui, en plus d'offrir aux fans la possibilité de mettre un visage sur une voix, révèle un David Berman particulièrement émouvant à un moment crucial de sa vie et de sa carrière. Il y a néanmoins une omission de taille dans ce métrage, à savoir la situation géopolitique du pays dans lequel il a été tourné. Cet été 2006, Israël fait pleuvoir les bombes sur le Liban dans l'optique annoncée d'y anéantir le Hezbollah qui, le 12 juillet, avait tué 8 de ses soldats et enlevé plusieurs autres. Au total, plus d'1 millier de civils libanais tombèrent sous ces frappes, qualifiées de chirurgicales par des médias tout aussi précis dans le choix de leur vocabulaire. De l'autodéfense, se plaisait-il à répéter, le refrain tournait en boucle bien avant l'attentat meurtrier du 7 octobre 2023 et justifiait déjà les pires exactions de l'unique démocratie du Moyen-Orient, comme ils adorent la nommer. De tout cela, il n'est jamais question dans le documentaire, et c'est à ce propos que Julie Waits, artiste visuelle de Los Angeles, écrit à David Berman en novembre 2009. Elle ne le connaît pas personnellement, mais suit son travail depuis longtemps et apprécie autant l'œuvre que l'homme qu'elle croit discerner derrière. Juive également, elle s'est trouvée profondément touchée par son éveil spirituel dans cette séquence face au mur des lamentations, mais s'interroge aussi sur son silence dans un tel contexte, lui qui semble si attaché à des valeurs humanistes. Alors qu'elle n'attend aucun retour à son mail légèrement incisif, David insiste pour pouvoir lui parler de vive voix. S'ensuivent une conversation téléphonique de 2 heures et une décennie d'amitié épistolaire. Dans son billet nommé I Don't Know Adonai, disponible sur le site talkhouse.com et dont je vous donne le lien en description avec toutes mes autres sources, Julie Waits révèle juste assez de ces échanges pour que l'on devine l'embarras de David Berman
tiraillé entre sa rédemption vitale et sa conscience politique. Il y a Israël, ce refuge pieux et culturel qui un temps a su panser ses plaies, et son gouvernement guerrier, qui étend ses frontières au mépris des peuples colonisés, avec l'appui des grandes puissances internationales. Au fil des années, leur conversation s'est aventurée sur bien des sujets, de la religion à la politique en passant par l'art, avec une question en fil rouge, comment ne pas céder au cynisme dans un monde qui vous y encourage constamment. Pour Julie Waits, cela passe par l'engagement. Tout en s'inspirant du folklore juif, son œuvre se positionne sans ambiguïté pour la libération de la Palestine et pour une forme de progressisme qui ne fasse pas seulement office de vitrine occidentale. David Berman, quant à lui, était certainement trop asocial et peut-être trop pondéré pour s'improviser militant, malgré son intérêt pour la chose politique. On peut supposer aussi, et nous allons voir pourquoi, qu'il s'en sentait illégitime. Pour résoudre ce dilemme moral, donc, David Berman n'a pas opté pour la méthode de Julie Waits, mais pour celle de Scott Walker, que l'on appelle aussi la disparition médiatique. En 2009, quelques mois après la sortie de Lookout Mountain, Lookout Sea, ultime album qu'il fut le premier à trouver décevant, David Berman annonça la fin de Silver Jews. La surprise du communiqué ne dura qu'un temps. Certes, on imagine la déception des fans d'abord et de Drag City ensuite, qui avaient toujours plus ou moins considéré le groupe comme sa mascotte. Mais en l'occurrence, David ne mettait personne à la rue puisqu'il en avait toujours été l'unique membre récurrent. Après tout, Silver Jews avait sorti 6 albums, presque tous superbes, c'était plus que ne pouvaient espérer la plupart des groupes de rock. Comme David l'expliquait dans son billet du 22 septembre 2009 sur le site de Drag City, il préférait arrêter avant d'écrire son propre Shiny Happy People, en référence au tube que R.E.M. disait eux-mêmes regretter. Aussi, il ne partait pas comme un voleur, puisqu'un dernier concert se déroulerait en janvier à McMinnville, dans le Tennessee, où seraient joués ses 15 morceaux préférés. Voilà une manière plutôt saine de mettre fin à une belle carrière, c'est en tout cas ce qu'on pouvait penser, jusqu'à ce que, quelques heures après cette première publication, une seconde, beaucoup moins diplomate, n'apparaisse. En voici les premières phrases. Maintenant que Silver Jews n'existe plus, je peux vous révéler mon secret le plus honteux. Pire que le suicide, pire que l'addiction au crack, mon père. Vous serez surpris d'apprendre qu'il est célèbre pour d'horribles raisons. Mon père est un homme répugnant. Mon père est une sorte de gros d'être humain. Un exploiteur, un scélérat. Un putain de fils de pute d'envergure historique et mondiale. Ce fameux daron qu'il rhabille pour l'hiver, c'est Richard Berman. Et lorsque vous connaîtrez son pédigré, vous aussi aurez envie de lui enfiler des moufles et un bonnet. Richard Berman est l'un de ces stratèges virtuoses qui mènent le monde à sa perte. Un puissant lobbyiste pour le tabac, l'alcool, les bagnoles, les produits toxiques, les armes, bref, s'il pouvait tirer du pognon d'une météorite prête à tous nous détruire, il en défendrait les intérêts. Un champion de la rhétorique qui manipule la langue avec autant de malhonnêteté que son fils l'emploie avec sincérité, et dont les adeptes sont trop nombreux. À vrai dire, j'ai d'abord pensé que cet énergumène serait le point central de mon texte. Finalement, son nom n'arrive que dans les derniers paragraphes, et c'est sûrement mieux comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur cette ordure caricaturale, ce n'est pas difficile. Son palmarès est si spectaculaire qu'aux États-Unis, on l'appelle Dr. Evil, comme l'adversaire crétin d'Austin Powers. Le mieux est encore de vous reporter au livre de Pascal Bertin qui, à travers le portrait de Richard Berman, dresse celui, guère plus reluisant, de l'Amérique. L'auteur n'a nul besoin d'affirmations péremptoires pour démontrer combien l'art de David est le produit de son environnement et que malheureusement, ce qui l'a nourri a fini par le détruire. Étudiant le judaïsme depuis plusieurs années, la chanda, la honte en yiddish, est devenue quasi insupportable. Mon cœur brûlait d'injustice en permanence. Cet hiver, j'ai décidé que la renommée de Silver Jews ne serait jamais assez forte pour réparer ne serait-ce qu'un millionième du malheur que mon père cause. À vous et à tous ceux que vous connaissez, littéralement, si vous mangez de la nourriture ou si vous avez un boulot, vous êtes concerné. J'ai toujours caché cette honte terrible à vous autres, les fans. Silver Jews a toujours été autonome et transparent. J'espère que ça ne contaminera pas votre appréciation de mon travail. L'inconvénient avec la honte, c'est que c'est toujours ceux qui s'en couvrent le plus qui la ressentent le moins.
À plus de 80 ans, peut-être que Richard Berman commence à sentir les flammes de l'enfer lui lécher la plante des pieds. En attendant, il est encore parmi nous, même si on l'aurait volontiers échangé contre son fils. Déterminé à faire oublier son patronyme, David Berman traversa les années 2010 dans la plus grande discrétion, semant parfois dans le trou béant du cœur de ses fans l'infime espoir d'un retour. Moult projets, tous alléchants, furent avortés et en dehors de quelques collaborations exceptionnelles, il ne toucha ni au stylo, ni au micro. Malgré tout, Drag City continuait d'y croire, dur comme fer. En attendant que la lumière se rallume, le label hébergeait David dans une cave aménagée où celui-ci renouait avec la solitude. Même si leur séparation était actée, Cassie et lui avaient longtemps continué de vivre sous le même toit. Certes, l'entente était cordiale et l'affection réciproque, mais comme le dit un air célèbre, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. Alors en 2018, David a quitté la maison qu'il partageait, avec dans un coin de la tête des embryons de chansons inspirés de ce statu quo platonique. Sans le savoir, il tenait la matrice de ce qui serait à la fois sa résurrection artistique et son chant du cygne. Lorsqu'il eut réuni suffisamment de matière, il contacta Jeremy Earl du groupe folk psychédélique Woods, qui passait probablement une journée normale avant qu'un revenant mythique du rock indie ne lui propose timidement de jouer sur des morceaux inédits. Le marché fut conclu, et ainsi, Purple Mountains vit le jour, le temps d'un unique album éponyme qui prit au dépourvu tous ceux qui pensaient que David Berman ne sortirait plus jamais de sa grotte. Aux curieux qui se demandaient ce qu'il y avait fichu pendant 10 ans, David répond, dès les 30 premières secondes de Purple Mountains, en s'épargnant les formules de politesse. Bon, je n'aime pas parler seul. Mais merde, faut bien que quelqu'un le dise. Je veux dire, les choses ne se sont pas bien passées. Cette fois, je crois que j'ai enfin réussi à me baiser moi-même. Tu vois, la vie que je mène est dégueulasse. J'ai passé une décennie comme une poule mouillée dans l'oubli. Jour après jour, je suis à 2 doigts de tout laisser tomber. Je suis la même vieille épave que j'ai toujours été. Bien obligé de constater l'échec de sa disparition volontaire, puisque même à l'abri des regards, son mal-être a persisté, David Berman recourt à son plan B, la transparence quasi obscène. Comme les suivants, le titre de ce morceau d'ouverture est limpide. That's just the way that I feel. On ne peut pas faire plus clair. Après la table des matières viennent les chapitres. 2 d'entre eux sont consacrés à Cassie. En général, on raconte sa propre version de l'histoire pour se donner le beau rôle. Mais dans Darkness and Cold and She's Making Friends, I'm Turning Stranger, David Berman se présente comme l'ex-Mossad que tout le monde préfère oublier, tandis que Cassie mène enfin la vie qu'elle mérite, faite de rencontres, de joie et de fou rire. Lui n'a plus qu'à trinquer avec son reflet dans le miroir, et au bout de quelques verres, peut-être apprendra-t-il à s'aimer. On holidays, in lonely haunts, at closing time, in restaurants. À la liste des chagrins s'ajoute ensuite le deuil, avec Nights That Won't Happen et I Love Being My Mother's Son. La première est dédiée aux nombreux amis que David a perdus ces dernières années, et la seconde à sa mère, décédée en 2016, tandis que son père continue, à l'heure où j'écris ces lignes, de nous pomper de l'oxygène. Quand le karma roupille, l'ironie du sort fait du zèle, et de ce phénomène, David Berman a toujours su tirer de grandes chansons. Margaritas at the Mall et Storyline Fever montrent son aisance à décrire ses désordres existentiels, même après une si longue trêve. C'est dans la forme, en revanche, qu'une évolution est à noter. À la place des métaphores qui faisaient la beauté des textes de Silver Jews, Purple Mountains assène ses vérités avec l'inconscience d'un gosse qui expulse tout ce qui devrait rester dans sa tête. On sourit d'abord par réflexe défensif, mais bientôt, la magie opère, grâce à un sens de la formule que devraient envier tous ceux qui ont un jour tenté de faire rimer 2 mots sur un papier. Avec cet humour, cette tendresse qui n'appartiennent qu'à lui, David Berman désamorce systématiquement la brutalité de sa franchise. Ainsi, Purple Mountains serait une énorme source de réconfort, un album qui permettrait d'exorciser les considérations les plus sombres s'il n'y avait pas ce contexte, ce putain de contexte qu'il est difficile d'ignorer. Même pas 1 mois après la sortie de ce dernier projet, et alors qu'une série d'interviews et de concerts l'attendait, David Berman a mis fin à ses jours, à l'âge de 52 ans. En guise de single, il avait même choisi une chanson qui, a posteriori, ressemblait fortement à une lettre d'adieu.
Pourtant, comment croire que ce type, qui n'avait rien perdu de son esprit acéré et qui affichait une pleine forme artistique, avait pu laisser ses pulsions morbides l'emporter? Bien sûr, c'est mal connaître les mécanismes d'un tempérament suicidaire que de poser cette question, et si on s'acharnait à voir le verre à moitié plein, on pourrait même trouver miraculeuse l'endurance de David Berman, malgré un si lourd bagage. Mais merde, jamais je ne me satisferai d'une société qui hausse les épaules quand on lui préfère la mort. Alors en attendant qu'on ne la force à prendre ses responsabilités, j'imagine que c'est à nous, êtres humains, de nous entraider. Si j'avais été proche de David Berman et qu'il m'avait fait part de ses idées noires, j'aurais tenté de le dissuader avec un argument intellectuellement modeste, mais solide néanmoins. David, tu ne peux pas mourir avant ton père, sinon tu ne pourras jamais aller pisser sur sa tombe. C'est donc avec ce conseil, prodigué à celles et ceux qui peinent à se lever le matin pour affronter une nouvelle journée, que cette émission prend fin. Trouvez-vous votre propre Richard Berman et cultivez la rage de lui survivre. Merci à Pascal Bertin, auteur du livre Au nom du pire, David Berman et Silver Juice face aux démons de l'Amérique, grâce à qui cette émission existe. Merci à Jeff Caboche pour sa relecture et pour avoir prêté sa voix à David Berman dans cette émission. Et enfin, merci à Michel Tuttle pour m'avoir permis d'enregistrer dans son mauvais studio. C'était Graines de violence. Générique. Graines de violence.